Et si une loi mathématique toute simple, presque invisible, pouvait expliquer à la fois pourquoi Godzilla ne peut pas exister, pourquoi les villes créent autant de richesses, d'innovations, et pourquoi la plupart des entreprises, même les plus énormes, sont en fait vouées à disparaître. Aujourd'hui, on se plonge dans les travaux fascinants du physicien Jeffrey West pour explorer ce qu'on appelle les lois d'échelle. Notre mission, c'est de décoder comment la taille, un facteur qu'on croit simple, influence en réalité de manière très profonde et même prévisible la vie, la croissance et la mort de tous les systèmes complexes, des organismes vivants jusqu'à nos métropoles. C'est une quête assez ambitieuse, c'est vrai. La question de fond que posent ces recherches, c'est de savoir si on peut avoir une science des villes ou une science des entreprises qui soit vraiment prédictive, un peu comme la physique, quoi. Et en regardant ces systèmes à travers le prisme des lois d'échelle, on découvre des régularités mathématiques qui sont absolument stupéfiantes. Elles transcendent la biologie, l'économie, la sociologie. En fait, ces lois, elles nous donnent une nouvelle grille de lecture pour comprendre notre monde et aussi pour comprendre les défis les plus urgents, comme la durabilité face à l'urbanisation massive et super rapide qu'on connaît aujourd'hui. Alors, commençons par le début, avec une image qui parle à tout le monde. Les monstres de cinéma. Pourquoi un King Kong, un Godzilla, s'effondrerait lamentablement sous son propre poids dans la vraie vie? La réponse, apparemment, elle remonte à Galilée, au XVIIe siècle. D'une simplicité désarmante, mais ses conséquences sont immenses. Imaginez, vous prenez un cube et vous doublez sa taille dans toutes les dimensions. Sa surface, elle, est multipliée par 4, c'est 2 au carré. Mais son volume et donc son poids, il est multiplié par 8, soit 2 au cube. Ah oui, donc le poids augmente beaucoup, beaucoup plus vite que la surface. Et c'est là le problème. Parce que la force d'un os ou d'un muscle, elle est proportionnelle à sa section, c'est-à-dire à une surface. Donc la force est multipliée par 4, mais le poids qu'il faut supporter, lui, est multiplié par 8. Le monstre devient en proportion 2 fois plus faible à chaque fois qu'il double de taille. C'est précisément ça. Cette relation qui n'est pas linéaire, elle est fondamentale. C'est pour ça qu'un éléphant a des pattes épaisses comme des piliers, alors qu'une fourmi, elle, a des pattes fines comme des fils. La conception même doit changer avec l'échelle. L'exemple parfait de notre pensée linéaire, qui est souvent fausse, on le trouve dans la première BD de Superman. Le texte expliquait sa force en disant qu'il avait la force proportionnelle d'une fourmi capable de soulever des dizaines de fois son poids. Ah oui, le fameux cliché, si on était aussi fort qu'une fourmi, on pourrait tout lever une voiture. Sauf que c'est une erreur de raisonnement complète. En fait, nous sommes déjà proportionnellement aussi forts qu'une fourmi, si ce n'est plus. Un haltérophile de classe mondiale, il soulève à peu près 3 fois son poids. Une fourmi moyenne, 10 ou 20 fois. La différence, elle vient pas d'une force magique, elle vient de la loi du carré cube. Si on agrandissait une fourmi à notre taille, elle s'écraserait sur place. La physique nous l'interdit. Ce principe a donc des conséquences, partout. On ne peut pas juste prendre les plans d'une chaise et les multiplier par 10 pour en faire une maison. C'est pour ça qu'un ingénieur comme Brunel, au XIXe siècle, il n'a pas juste construit une poutre en bois géante pour traverser une rivière. Il a dû inventer une nouvelle conception, le pont suspendu, et utiliser de nouveaux matériaux, comme l'acier. La taille impose l'innovation, en fait. C'est un point absolument crucial. L'échelle ne change pas que les quantités, elle change la nature de l'objet. Ce qui nous amène à une autre question fondamentale. La structure, c'est une chose, mais comment on alimente en énergie un corps de plus en plus grand? Là, on passe de l'ingénierie à la biologie. On pourrait penser que si un animal est 100 fois plus lourd qu'un autre, il y faut 100 fois plus de nourriture. Une relation linéaire, simple. Mais j'imagine que la réalité est là encore un peu plus complexe. Bien plus complexe et fascinante. Dans les années 30, un biologiste, Max Kleiber, a découvert une autre loi d'échelle universelle. Il a mesuré le métabolisme, donc l'énergie consommée au repos, pour plein d'animaux, des souris, des éléphants. Et il a vu que le métabolisme, ce n'est pas proportionnel à la masse. C'est proportionnel à la masse, puissance 3 quarts. Attendez, puissance 3 quarts, c'est incroyablement précis. Pas 2 tiers, ce qui pourrait correspondre à une relation surface-volume, ni 1 qui serait linéaire. D'où sort ce chiffre magique? C'est une coïncidence ou ça révèle quelque chose de profond sur la vie? C'est la question à 1 million. Et Geoffrey West et ses collègues, ils ont proposé une réponse très élégante. Ce chiffre, 3 quarts, il semble émerger de la physique des réseaux qui distribuent l'énergie, le système circulatoire, respiratoire. Ces réseaux sont des fractales qui doivent irriguer un volume en 3 billes.
Et la physique de l'optimisation de ces réseaux, pour qu'ils soient le plus efficaces possible, elle converge mathématiquement vers cet exposant 3/4. C'est la solution optimale que la nature a trouvée. C'est fou. Donc, cette loi, c'est pas un hasard. C'est le reflet d'un principe de conception optimale de la vie. Mais concrètement, ça veut dire quoi, cette puissance 3/4? Prenons l'exemple classique, l'éléphant et le rat. Un éléphant, c'est à peu près 10 000 fois plus lourd qu'un rat. Si c'était linéaire, il lui faudrait 10 000 fois plus d'énergie. Mais avec la loi de Kleiber, il n'en a besoin que de 1000 fois plus. C'est une économie d'échelle énorme. En fait, la loi nous dit qu'à chaque fois que la taille d'un mammifère double, il économise 25% d'énergie par cellule. Et cette économie d'énergie, j'imagine qu'elle a des conséquences directes sur le rythme de la vie, non? Puisque chaque cellule d'un éléphant travaille moins, elle s'use moins vite. Exactement. Le métabolisme, c'est le moteur. Celui du rat tourne à plein régime, celui de l'éléphant, c'est un ralenti, puissant et lent. Le cœur d'une musaragne, c'est presque 1000 battements par minute, celui d'une baleine bleue, 5 ou 6. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ça, presque tous les mammifères ont à peu près le même nombre de battements de cœur dans une vie, environ 1,5 milliard. Le rat les épuise en 2 ans, l'éléphant en 60. La longévité est directement liée à ça. Et ignorer une loi aussi fondamentale, ça doit avoir des conséquences. Tragique. L'histoire de Tusco, l'éléphant, dans les années 60, en est l'exemple le plus brutal. Des chercheurs voulaient tester les effets du LSD. Ils ont décidé de lui en injecter. Pour calculer la dose, ils ont fait un raisonnement purement linéaire. Ils ont pris la dose qui marche sur un chat et ils l'ont juste multipliée par le rapport de masse entre l'éléphant et le chat. Oh non, je sens venir la catastrophe. Et c'en fut une. Ils lui ont injecté presque 300 mg de LSD. C'est une dose colossale. Si à la place, ils avaient utilisé la loi de Kleiber en ajustant à son métabolisme, la dose correcte aurait été de quelques milligrammes. L'éléphant est entré en convulsion, il est mort en moins de 2 heures. C'est une leçon terrible. Ça montre à quel point notre intuition linéaire est un très mauvais outil. C'est effroyable comme histoire. Et ça illustre parfaitement comment on peut se tromper en appliquant une logique simple à un système complexe. Ce qui m'amène à une question. Est-ce qu'on ne fait pas la même erreur avec nos propres créations? Je pense aux entreprises. Est-ce qu'on les gère en pensant qu'elles sont juste des grosses start-up, en ignorant une loi d'échelle cachée qui, peut-être, les condamne? C'est exactement là où la théorie devient passionnante et un peu inquiétante. Quand on analyse les entreprises, on découvre qu'elles suivent le modèle biologique. Elles sont dominées par des économies d'échelle, leurs coûts, leurs infrastructures, tout ça augmente moins vite que leur taille. On parle de mise à l'échelle sous-linéaire avec un exposant inférieur à 1, un peu comme le métabolisme. D'accord. Donc, plus une entreprise grandit, plus elle devient efficace. Ça semble être une bonne chose. C'est le but de la croissance, non? Pourquoi est-ce que ça les condamnerait? Parce que cette efficacité, elle a un prix. On l'obtient par la standardisation, la bureaucratie, la rigidité. Une grande entreprise, ça devient une machine optimisée pour faire une seule chose très, très bien. Mais cette optimisation la rend fragile, incapable de s'adapter vite. Elle perd la créativité, l'agilité d'une start-up. Et le résultat est implacable. Les données montrent que la moitié des entreprises cotées en bourse meurent en une dizaine d'années. Peu importe le secteur. Leur courbe de mortalité ressemble étrangement à celle des organismes vivants. C'est stupéfiant. On pense à des géants, des institutions éternelles. Mais cette loi suggère que même eux, ils sont pas à l'abri. Et ça crée un paradoxe incroyable. Pourquoi une entreprise hyper organisée est si fragile, alors qu'une ville comme Paris ou Londres, qui sont des modèles de chaos apparents, existent depuis des siècles, voire des millénaires? C'est complètement contre-intuitif. C'est le cœur du sujet. Les villes, c'est l'exact opposé. Elles ne suivent pas une mise à l'échelle sous-linéaire, mais super-linéaire. Quand on regarde les indicateurs socio-économiques, les revenus, les brevets, les professions créatives, on découvre qu'ils augmentent systématiquement plus vite que la taille de la population, avec un exposant d'environ 1,15. Décortiquons ce chiffre. Un exposant de 1,15, ça veut dire que chaque fois qu'une ville double de taille, elle ne produit pas juste 2 fois plus de richesses ou d'idées, mais un peu plus que ça. Il y a un bonus. Un bonus de 15%, très précisément. Si vous prenez une personne au hasard et que vous la déplacez d'une petite ville à une métropole 2 fois plus grande, cette personne deviendra, en moyenne, 15% plus productive, plus riche, plus innovante. Ce n'est pas qu'il y a des gens plus intelligents dans les grandes villes,
c'est la ville elle-même en tant que structure qui rend ses habitants collectivement plus intelligents. Mais comment? Ce n'est pas de la magie. C'est quoi le mécanisme derrière ce bonus de 15%? Le mécanisme, c'est l'amplification des interactions sociales. Une ville, c'est un réacteur social. En augmentant la densité, la diversité, on augmente de manière exponentielle le nombre de rencontres, d'échanges d'idées possibles. Le rythme de la vie s'accélère, les idées se heurtent, fusionnent et ça crée de la nouveauté bien plus vite. Une ville, en somme, c'est la matérialisation physique de ces réseaux sociaux. Ce bonus de 15% sur la productivité, c'est séduisant, mais les sources mentionnent aussi que le même exposant de 1,15 s'applique aux aspects négatifs. La criminalité, la propagation des maladies. Est-ce que le génie de la ville n'est pas aussi son démon? On est obligé de prendre le mauvais avec le bon? Absolument. La ville amplifie tout ce qui est social, le meilleur comme le pire. C'est un compromis inévitable. Mais ce qui rend le modèle de la ville si incroyablement efficace, c'est qu'il y a une deuxième partie à l'équation. En même temps que cette croissance superlinéaire, les infrastructures nécessaires, la longueur des routes, des câbles, le nombre de stations-service, elles suivent une mise à l'échelle sous-linéaire, avec un exposant d'environ 0,85. Ah, d'accord. C'est le véritable tour de force. On obtient un bonus de 15% sur la productivité, la richesse, l'innovation, tout en réalisant une économie de 15% par personne sur les infrastructures. Plus la ville est grande, plus elle est à la fois créative et économe. C'est pour ça qu'elle ne meurt jamais. C'est la raison pour laquelle les villes sont la plus grande invention de l'humanité, malgré tous leurs problèmes. C'est le moteur du progrès. Mais ce moteur a un régime qui ne cesse d'accélérer. Et c'est là que se cache le côté sombre du modèle. Oui, cette croissance superlinéaire, elle engendre un rythme de vie qui s'accélère sans cesse. La théorie suggère que ce type de croissance, si on la projette, mène forcément à ce que les maths appellent une singularité à temps fini. Un point où les variables, comme le PIB, deviendraient infinies, ce qui dans le monde réel veut dire un effondrement. C'est la conclusion logique de la formule mathématique. Si vous marchez de plus en plus vite, en doublant votre vitesse à chaque pas, vous atteindrez une vitesse infinie en un temps fini. C'est pareil pour la société. Ce modèle prédit que le système social, si on le laissait faire, s'effondrerait sous son propre poids. La question c'est, pourquoi ça n'est pas encore arrivé ? La réponse, d'après les sources, ce sont les cycles d'innovation majeurs. La révolution industrielle, l'informatique, le numérique. Chaque grande innovation agit comme une sorte de reset. Elle repousse l'échéance de l'effondrement en créant un nouveau paradigme de croissance. Exactement. Mais il y a un piège, une condition très stricte. La théorie prédit que pour soutenir cette croissance continue, le temps entre chaque innovation majeure doit systématiquement se raccourcir. Et c'est ce qu'on observe dans l'histoire. Des millénaires entre l'âge de la pierre et l'âge du bronze, des siècles entre la Renaissance et la Révolution industrielle, mais après, c'est quelques décennies seulement entre la machine à vapeur, l'électricité, l'informatique et aujourd'hui l'IA. On a l'impression d'être sur un tapis de course qui accélère en permanence. C'est encore plus vertigineux que ça. On n'est pas sur un seul tapis roulant. On doit sauter d'un tapis à un autre, chacun tournant toujours plus vite que le précédent. Ça me fait penser à la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles. Elle explique qu'il faut courir de toutes ses forces, pas pour avancer, mais juste pour rester sur place. C'est une métaphore parfaite, hein. On doit innover à un rythme fou, juste pour maintenir la stabilité du système. On le ressent au quotidien, non? Le cycle de vie d'un smartphone, c'est 2 ans. Une nouvelle appli révolutionnaire sort tous les 6 mois. On dirait que cette théorie décrit parfaitement ce sentiment d'être constamment dépassé par le rythme du changement. Précisément. Et ça a des conséquences sociales et psychologiques profondes. La pression d'innover, ce n'est plus juste de la compétition économique, ça devient une condition de survie pour le système lui-même. C'est une course sans fin qui crée une anxiété systémique et pose la question ultime. Est-ce que c'est soutenable à long terme ? Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette plongée? En résumé, les lois d'échelle nous offrent une clé de lecture vraiment puissante. Elles unifient des domaines qu'on pensait séparés. D'un côté, la biologie et les entreprises, dominées par les économies d'échelle, donc une croissance qui finit par s'arrêter, un rythme qui se stabilise et une durée de vie finie. Et de l'autre côté, les systèmes sociaux, les villes, propulsés par des rendements d'échelle croissants, ce qui génère une croissance potentiellement illimitée, une richesse infinie, mais au prix d'un rythme de vie qui s'accélère sans cesse. Et ça nous laisse avec une pensée finale, un peu provocatrice. Notre modèle de société, basé sur la ville,
semble nous avoir enfermés dans une course à l'innovation toujours plus rapide, juste pour éviter de s'effondrer. Est-ce qu'on est condamné à accélérer jusqu'à la rupture, oui? Oui, pour aller plus loin, est-ce qu'on pourrait imaginer et concevoir une transition? Passer d'une société en croissance perpétuelle à un état plus stable, plus écologique, un peu à l'image d'un organisme mature qui, une fois sa taille adulte atteinte, se concentre plus sur la croissance, mais sur la maintenance, la résilience, le bien-être. C'est peut-être le défi fondamental de notre siècle. Pourrions-nous atteindre cette stabilité sans sacrifier la créativité et l'interaction qui font toute la force et la magie de nos villes? La question reste ouverte.